Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un peu particulier parce que j'ai envie de dédier cet épisode à un sujet universel, l'amour, mais sous un prisme beaucoup plus personnel, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, jour où j'enregistre mon podcast, nous sommes le 10 juin 2026 et aujourd'hui, ça fait jour pour jour 21 ans que je suis avec mon mari Nicolas. Alors on s'est mariés 3 ans plus tard, mais on est sortis ensemble le 10 juin 2005. On avait 21 ans et aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Donc en fait, cette date particulière est vraiment un point d'équilibre entre les années vécues l'un sans l'autre et les années vécues ensemble. Et je trouve ça assez dingue, en fait, cette année charnière comme ça, où globalement, à partir de demain, je vais avoir vécu plus de temps à ses côtés que sans lui. Et pour lui, c'est pareil, parce qu'on est de la même année tous les deux, on a le même âge à 2 mois d'écart. Donc c'est la même chose pour lui. Donc on a tous les deux 42 ans. Et ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Donc je trouve ça assez fou et du coup j'avais envie de dédier cet épisode à notre couple et à lui parce que pour qu'un couple dure quelque part il faut qu'il y ait deux personnes qui restent deux personnes distinctes. Ce qui fait que parfois on se perd dans une relation. Alors c'est valable aussi en amitié. On parle moins, je trouve, ou je sais pas, c'est moi peut-être qui vois moins, mais on entend beaucoup parler d'histoires d'amour, de rupture amoureuse, mais on entend parfois moins parler d'histoires d'amitié ou de ruptures d'amitié qui font tout aussi mal, parfois même plus mal encore. Et je trouve que voilà, c'est important aussi de ne pas oublier cette sphère-là. Dès qu'il y a une relation finalement avec quelqu'un, dès qu'il y a de l'amour, l'idée, c'est pour que ça dure et pour que ça dure de manière saine et souhaitable, parce que l'idée, c'est pas que ça dure pour que ça dure. Si ça va pas, il faut savoir aussi s'arrêter. Mais pour que ça dure, je pense que c'est hyper important que chacune des deux personnes qui forment le couple aille le mieux possible, ou en tout cas fasse ce qu'il faut pour s'épanouir personnellement. Parce que sinon, on se perd dans l'autre, on se perd dans la relation, on place nos attentes dans l'autre ou dans le fait d'être en couple. Parfois, il y a des personnes qui se disent « quand je serai en couple, tout ira mieux. Quand j'aurai trouvé la bonne personne, tout ira mieux. » Alors qu'en réalité, c'est comme croire que si on déménage, si on fuit, on va laisser nos problèmes derrière nous, mais en fait, on part avec nos valises. Donc de la même manière, si on n'est pas bien avec soi-même, on ne sera pas mieux avec soi-même, avec quelqu'un à côté. Peut-être que temporairement, oui, sur le moment, ça peut faire du bien, mais dans le fond, la réalité, c'est que si on n'est pas bien avec soi-même, il est difficile d'être bien avec n'importe qui d'autre finalement, avec sa famille, avec son amoureux, son amoureuse, avec des amis. Peu importe, en fait, ça devient difficile d'être en lien, en lien sain, en fait, et qui nourrissent et qui font du bien, quand on n'est pas bien avec soi-même. Donc pour moi, c'est hyper important de ne pas s'oublier dans une relation. Souvent, dans mes accompagnements, je demande aux gens de me lister dans l'ordre d'importance les personnes de leur vie, en fait. Qui sont les personnes les plus importantes de sa vie ? J'ai pas dit qui sont les préférés. J'ai dit qui dans l'ordre d'importance. La réponse, en général, c'est mes enfants, mon conjoint ou ma conjointe et ma mère. C'est les réponses que j'ai le plus souvent et dans cet ordre-là. Il y a d'autres réponses. Parfois, c'est une sœur qui s'invite par là, mais souvent, c'est les enfants, le conjoint, la mère.
Et donc en réalité, dans ce trio de têtes qui, même quand il y a des variations, a un point commun entre toutes les personnes qui le font, c'est qu'il manque la personne la plus importante de leur vie. Alors si tu n'as jamais fait cet exercice, pose-toi la question, qui, dans quel ordre, et qui tu mettrais dans l'ordre d'importance? Et sache que si tu t'es pas mis dedans, eh ben, tu as oublié la personne la plus importante de ta vie. Parce que, comme je le disais, c'est pas une histoire de préférence. C'est une histoire de priorité, on va dire, et d'importance. Et l'importance ou la priorité, elle va être déterminée par quoi? Elle est déterminée par le nombre d'années que tu es censé passer avec la personne en question. La seule et unique personne avec qui tu vas passer ta vie entière sans que tu puisses y échapper, c'est toi-même. Donc si tu n'arrives pas à être ne serait-ce qu'un petit peu bien avec toi-même, ça va forcément être compliqué avec les autres. Donc vraiment, la personne la plus importante de ta vie, entends bien, c'est toi. En deux, c'est le conjoint ou la conjointe. Pourquoi? Parce qu'il est là avant les enfants, si enfant il y a, et il est censé, ou elle est censée, rester après les enfants. Les enfants ne font que passer, on va dire. Euh, L'idée, c'est de ne pas les garder avec soi, c'est de les laisser faire leur vie. Donc, il est souhaitable qu'à un moment donné, ils prennent leurs petites ailes et qu'ils s'envolent. Donc, il va rester le conjoint ou la conjointe. Et donc, si on néglige soi d'abord, puis ensuite, si on néglige sa moitié, et que donc on néglige son couple, quand les enfants vont partir et qu'on va se retrouver à la retraite avec plus de boulot et l'un sur l'autre en mode « Oh putain, qui est cet étranger ou cette étrangère ?» ou « Qui est ce con à qui je suis joint ?» Le conjoint, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs, ça fait vraiment le con-joint. Bref, en tout cas, l'idée c'est que si tu n'apprends pas à être vraiment bien avec toi-même, si tu n'apprends pas à oser être pleinement toi-même, si tu n'apprends pas à déborder qui tu es, alors ce sera pas si simple de créer des relations qui vont être saines, équilibrées et stables. Et je dis pas que c'est facile, mais pour qu'un couple dure, il faut vraiment garder en tête que euh, l'idée, c'est de ne pas oublier qu'en fait, rien ne dure. Je me dis ça des fois. Si on me dit c'est un peu quoi le secret de la longévité de votre couple, pour moi, c'est d'accepter qu'en fait, ça ne dure pas. Pour que ça dure, il faut accepter que ça dure pas. Alors j'entends ça de deux manières différentes. D'un côté, il y a le fait que vraiment on est sur le concept de l'impermanence des choses. Rien ne dure. Rien ne dure jamais. Et pour moi, je le dis souvent, pour moi, l'amour éternel comme on l'imagine, immuable, n'existe pas. Et je te dis ça fait 21 ans que je suis en couple. Mais quelque part, le couple qu'on formait à 21 ans quand on s'est rencontrés n'a absolument rien à voir avec le couple qu'on forme aujourd'hui. Et pendant ces 21 années, il y a eu... 21 années, là j'ai rajouté un S sorti de nulle part, 21 années, qu'il y a eu entre ces deux couples. Il y a eu plein de versions de notre couple, de notre histoire, parce que on est passé par différents âges, par différents stades de nos vies, par différents métiers, puis on est devenus parents, et puis voilà, les choses ont en fait ont évolué, et donc on est censé évoluer et bouger en même temps que la vie, et donc forcément le couple évolue en même temps qu'on évolue chacun. Donc quelque part, pour moi, vivre une seule et unique, grande et immuable, belle histoire d'amour, pour moi, ça n'existe pas. Je pense qu'au cours de notre vie, quoi qu'il arrive, on a plusieurs couples. Soit c'est avec la même personne, parce qu'on accepte que le couple bouge, parce qu'on réussit à faire bouger le couple, ou qu'on réussit à rester dans ce lien de couple malgré les changements de chacun. Soit c'est avec d'autres personnes. Mais pour moi, il y a vraiment une acceptation que ça ne durera pas de cette manière-là, quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive, ça ne durera pas de cette manière-là. Et tant mieux parce que le mouvement, c'est la vie. Comme je le dis souvent, souhaiter le calme plat et que plus rien ne bouge et que tout soit tranquille, en fait, c'est pas du tout souhaitable parce que ça arrivera une fois, une seule fois, quand ton cœur fera une ligne plate sur un électrocardiogramme.
et bon, bah, tu seras pas super en forme, hein, je vais pas te le cacher. Donc vraiment, l'idée, c'est d'accepter que le mouvement, c'est ce qui fait de la vie et plus on est prêt à évoluer parce que finalement, c'est ça être vivant, c'est ça vivre, c'est ça avancer. C'est accepter, de modifier, ses croyances, ses valeurs en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, des expériences qui ont été les nôtres et cetera. L'idée, c'est pas de rester campé, figé et que plus rien ne bouge. L'idée, au contraire, c'est de pouvoir, bouger, s'adapter, évoluer, déborder qui on est, parce que l'idée, c'est pas de s'éteindre pour un couple. Et là, on va passer sur le deuxième versant, on va dire que rien ne dure. Alors, il y avait le côté impermanence des choses, mais il y a aussi accepter que, pour que le couple dure, c'est accepter qu'il ne dure pas. Et là, c'est plus en mode hypothétique. C'est-à-dire que euh, pour ne pas avoir peur de perdre son couple, il faut accepter de pouvoir le perdre. Alors, je sais, ça a l'air un peu chelou dit comme ça, mais si on n'est pas capable de se confronter à l'éventualité que le couple s'arrête, alors il y a beaucoup de choses qu'on va s'empêcher de faire. Il y a des discussions qu'on va s'empêcher d'avoir. Il y a des choses qu'on va pas oser mettre sur le tapis parce qu'on va avoir peur que ça mette en péril le couple. Et je te parle de couple parce que c'est le jour anniversaire des 21 ans de mon couple, mais ça marche, comme je te le disais, pareil en amitié, ça marche aussi au boulot. C'est peut-être même un peu plus facile de voir ça au boulot, parce qu'il y a parfois quand même moins d'émotionnel, même si des fois ça vient toucher très très fort l'émotionnel, ce qui peut se passer au travail. Mais si on n'ose pas dire à son patron qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, parce qu'on a peur de perdre son travail, alors en fait on est en train de se nier pour une relation professionnelle et un jour ou l'autre, il va y avoir des reproches, il va y avoir de l'amertume, il va y avoir eu des attentes, des efforts invisibles, des attentes qui n'ont pas été forcément formulées et tout ça va faire un espèce d'effet boule de neige de ressentiment et d'évidence, hein, parce qu'on n'aura rien dit parce que quand même c'était tellement évident. Et donc tout ce combo-là va faire qu'à un moment donné, ça va exploser et que la relation va partir en vrille ou que de toute façon, la collaboration sera plus possible. Alors que si les choses avaient été dites, aussi bien on n'en serait pas au stade de devoir démissionner ou de se faire virer. Et pour le couple, c'est un peu pareil. Si jamais la personne ose, est prête à perdre son travail parce que si travailler dans cette entreprise signifie accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter, alors c'est peut-être une bonne chose quelque part que ça s'arrête, même si c'est pas ça qu'on veut, même si en discutant, on veut justement faire en sorte que les choses s'améliorent pour justement que ça dure, mais sans avoir peur que ça s'arrête et vraiment d'avoir en tête que si ça doit s'arrêter, c'est qu'il y a une bonne raison, du coup, c'est qu'il y a une incompatibilité d'humeur, une différence de point de vue qui est trop importante, etc. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que aucun des deux ne pourrait continuer à être épanoui. Si ça continuait, donc quelque part, il vaut mieux que ça s'arrête si on en est, si le constat est celui-là. Donc l'idée, c'est que moins tu vas éviter de regarder en face la possibilité que ton couple ne dure pas, plus si ton couple dure, ce sera de manière saine et pour les bonnes raisons. Parce que des choses qu'on supportait à un moment donné, on peut ne plus le supporter avec le temps, on peut avoir trouvé pas important certaines choses qui vont le devenir par la suite, on peut avoir vu les choses d'une certaine manière et changer de façon de voir. Et tout ça, ce sont des discussions qui sont importantes à avoir, qui font pas plaisir, qui sont difficiles, qui font clairement peur, mais si on les évite pour ne pas perdre le couple, vraiment c'est un mauvais calcul. Donc l'idée c'est pas de souhaiter, l'idée c'est de ne pas refuser de regarder cette possibilité-là comme étant une réelle possibilité, que ça s'arrête. Donc c'est ce que nous on a fait. Alors je dis pas qu'on a la clé ultime, mais la manière dont nous on fait durer les choses, c'est que on a déjà beaucoup travaillé sur nous individuellement, tous les deux, et on le fait encore. C'est-à-dire que on a fait des thérapies, on en fait encore, on fait des stages de développement personnel, de thérapie comme ceux que j'accompagne régulièrement avec Yann, qui font un bien fou. Enfin, nous, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Je dis pas que c'est une obligation, mais nous, c'est notre manière de faire. Donc, on a déjà chacun appris à régler, on va dire, à prendre conscience de nos enjeux
propre, et ça a demandé de l'ajustement parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe de manière inconsciente? C'est qu'en fait, on va s'attirer souvent de manière assez thérapeutique. Et névrotique. Alors évidemment, on s'en rend pas compte, surtout pour des couples qui se sont formés jeunes. C'est peut-être un petit peu moins vrai quand on commence à se mettre en couple à 30, 40 ou 50 ans, où là, bon, commence à savoir un peu ce qu'on veut, on n'est plus prêt à faire des compromis pour n'importe quoi, on s'oublie beaucoup moins dans le couple, et donc peut-être que c'est des couples qui, dès le départ, partent sur des meilleures bases. Mais quand on est plus jeune, en tout cas, il y a vraiment souvent cette aussi méconnaissance de soi-même, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, etc. Donc, de chacun avoir pu aussi travailler sur nos propres enjeux familiaux, nos propres croyances, nos propres valeurs, nos propres déloyautés nécessaires, parce que souvent, nos choix sont limités, c'est un sujet que j'aborde souvent, nos choix sont limités de manière consciente ou inconsciente par souvent des loyautés familiales, des loyautés à des valeurs, mais ça peut être des valeurs de la société dans laquelle on vit, du pays dans lequel on vit, de la vision des choses dans laquelle on a baigné. Et parfois, il faut accepter d'être déloyal pour pouvoir faire sa propre route d'une certaine manière. Donc voilà, on a fait chacun un peu notre chemin de notre côté. On a eu à plusieurs reprises des discussions voilà, que personne n'aime avoir. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Euh, j'ai 2 fois en tête, mais je me demande s'il n'y a pas une troisième. Au moins 2, si ce n'est 3 fois, où vraiment il y a eu la question qui s'est posée de est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Est-ce que vraiment on reste ensemble ou pas? Et de pouvoir poser sur la table est-ce qu'on s'aime encore ou est-ce que c'est la force de l'habitude? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on reste par facilité, par réflexe parce qu'on ne se pose pas la question ou est-ce qu'il reste quelque chose? Donc c'est vraiment des discussions qui sont douloureuses, qui sont difficiles, mais qui sont aussi nécessaires pour réajuster. Et parfois, la solution la plus facile, je dis pas la moins douloureuse, mais la plus facile parfois, est de se séparer. Pourquoi? Parce que justement, quand on est en train de travailler sur soi, de changer sa manière de voir, sa manière de faire, ce qu'on attend de la vie globalement, ben, le point de vue, ou enfin en tout cas le diapason avec l'autre peut se désaccorder. Parce que ça correspond plus à ce qu'on vibrait, on va dire, au départ, quoi. Donc dans cette idée, c'est là qu'il faut oser en fait essayer de réaccorder le diapason à un autre octave. Alors je pars dans des images musicales, alors que je suis pas du tout musicienne, ça se trouve je dis enfin oui, c'est peut-être pas très cohérent, excusez-moi s'il y a des musiciens et que c'est un peu aberrant ce que je dis, mais vous voyez l'idée en fait de changer de gamme, changer de registre, tout en gardant les mêmes personnages, quoi. Et parfois c'est plus facile de repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau et de repartir sur des habitudes nouvelles plutôt que de changer des habitudes qui ont été ancrées. Parce que comme je le disais, souvent, les couples sont assez thérapeutiques, c'est-à-dire que ça va être nos névroses, on va dire, d'une certaine manière, qui s'attirent parce qu'on cherche, pour peu qu'on ait un côté un peu sauveur et qu'on trouve quelqu'un de cabossé, bah ça marche super bien. Parce que du coup, le sauveur est toujours en train de s'occuper du cabossé et le cabossé, il a son sauveur, ça marche très très bien. Sauf que si le cabossé commence à aller mieux et qu'il comprend qu'il n'y a personne à sauver et que c'est personne d'autre que lui-même ne pourra le sauver et qui reprend un peu les choses en main et qui s'occupe de ses problématiques, bah, le sauveur en face, il est un petit peu décontenancé parce que si l'autre, il n'y a plus besoin d'être sauvé, bah, qu'est-ce qui reste en fait de la relation? Qu'est-ce qui reste de l'intérêt qu'on a à être en relation avec cette personne? Qu'est-ce qu'on a à lui apporter si on ne peut plus le sauver? Et c'est là que vient un peu le moment d'introspection de et si j'étais une sauveuse ou un sauveur et que j'ai plus cette identité-là, qu'est-ce qui reste? Et donc tout l'enjeu de travailler sur soi. Donc en général, quand un travaille sur lui, bah, il bouge un peu de positionnement et ça fait forcément bouger les autres autour. Mais ça fait pas bouger que notre compagnon de vie, ça fait bouger notre famille, nos proches, parce que l'ajustement n'est pas le même. Donc vraiment, il faut pas avoir peur de perdre pour gagner. C'est vrai que ça a toujours l'air paradoxal, mais plus on s'accroche et plus on a peur de perdre, plus on va se nier en fait. Parce qu'on va avoir peur que ce qu'on aime, ce soit problématique. Je sais pas, je pense à quelqu'un qui va avoir pas trop confiance en soi au moment de la relation, qui va tomber sur un fan de Formule 1. Tiens, je vais parler de Formule 1 vu que ma fille
Mon fils et mon mari sont fans de Formule 1. Imaginons, voilà, on tombe sur quelqu'un qui est fan de Formule 1, on n'y connaît rien, on s'en fout, ça nous intéresse pas du tout, mais on va dire ah là là, mais c'est pas vrai, moi aussi, on va faire semblant de s'intéresser. Et pourquoi on fait ça de temps en temps? C'est parce qu'on croit profondément que nos goûts sont pas, sont pas assez bien pour que l'autre s'intéresse à nous. Alors on va faire croire qu'on est tout pareil. Donc on va faire croire qu'on aime la Formule 1 et puis on va se taper des dimanches de Grand Prix et compagnie. Et bon, c'est pas toute l'année, c'est pas autant que le foot. J'aurais dû prendre le foot comme exemple. Ça, c'est un peu plus fréquent. Donc bref, de scoltiner des matchs ou des grands prix ou des je sais pas quoi qui nous saoulent toute notre vie jusqu'au jour où, en fait, il y aura le truc de trop en mode mais ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans que je regarde les matchs de foot pour te faire plaisir. Mais l'autre, il est pas du tout au courant. Il est pas du tout au courant. Donc l'idée, c'est quand on démarre une relation en se travestissant d'une certaine manière, en masquant une partie de qui on est, parce qu'on a honte, parce qu'on pense que c'est pas assez bien pour l'autre, etc., bah, on biaise la relation dès le départ. D'où l'importance d'apprendre à déborder qui on est, d'apprendre à oser être nous-mêmes avec nos qualités, nos défauts, ce qui veut pas dire se positionner en mode moi j'ai travaillé sur moi, je suis comme ci, je suis comme ça, et t'as qu'à t'adapter. On n'est pas là-dessus non plus, hein. Mais l'idée, c'est d'apprendre à ne pas se nier pour l'autre parce que personne ne vaut la peine que tu fasses ça. Personne, mais genre personne, vraiment. Et si la personne en face de toi, ou le boulot, ou si on prend l'image du boulot de tout à l'heure, il n'y a aucun boulot non plus qui mérite que tu te nies en fait et que tu te respectes pas. Aucun, mais genre aucun. Si pour faire partie de telle entreprise ou pour garder ce poste, il faut te nier, pas te respecter, pas bouffer, pas dormir, laisser toute ta vie de côté, il n'y a rien qui va en fait, il n'y a rien qui va. Donc l'idée, c'est c'est de ne pas se nier. Et donc je pense que ça demande un certain travail sur soi. Et il y a aussi tout un enjeu, je pense à ça parce que je suis en train de regarder les cartes que j'ai tirées. Comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes pour cet épisode. Et j'ai tiré une carte qui sont les croyances. Et c'est une bulle, comme une bulle de BD, là, une bulle avec les petits ronds là, pour faire comme si c'était une pensée. Et en fait, c'est tout un quadrillage. C'est comme si c'était tout très quadrillé, très verrouillé, très droit quoi, dans cette bulle. C'est très enfermant finalement. Et la phrase, c'est « Je cesse de m'auto-saboter ». Et l'autre carte, c'est mon tarot, le 10 de coupe. Et donc, c'est une espèce de hamac en arc-en-ciel sur lequel sont assis deux personnes, en couple manifestement. Elles sont de dos, ces deux personnes. Il y en a une qui a le bras autour de l'épaule de l'autre, tête contre tête. Et il y a cette espèce de hamac arc-en-ciel qui fait comme un ruban qui monte dans le ciel. Ça fait vraiment, ils sont comme enveloppés dans cette espèce de tissu arc-en-ciel. C'est au bord de la mer, il y a la plage, il y a la mer et il y a 2 enfants qui jouent plus loin, les pieds dans l'eau. Et ça fait un peu petite famille là qui s'épanouit, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et quelque part, pour s'offrir une si jolie image, c'est nécessaire d'arrêter de s'auto-saboter. Et en fait, tant qu'on pense qu'on ne mérite pas de vivre une aussi belle relation, tant qu'on pense qu'on ne mérite pas d'avoir quelqu'un qui nous écoute vraiment, tant qu'on est persuadé que ce qu'on a à dire ou que nos envies ou nos besoins sont forcément secondaires ou qui vont faire fuir les autres, on ne peut pas en fait s'offrir une relation, on ne peut pas s'offrir la possibilité en tout cas d'une relation qui soit belle, épanouissante, soutenante, qui va faire grandir parce que s'il y a un espèce d'auto-saboteur intérieur, même si on n'en a pas conscience, en fait ça peut pas marcher. Donc l'idée c'est que si on veut construire une relation, un couple, une amitié, une relation professionnelle qui soit épanouissante, qui nous fasse grandir, qui nous soutienne, qui nous porte et qui nous limite pas, au contraire, il faut vraiment, ça part de soi, ça part vraiment de soi. C'est pas le jour où tu trouveras l'entreprise parfaite, le manager parfait, l'amoureux parfait, l'amoureuse parfaite, l'ami parfait, l'amie parfaite. C'est pas ce jour-là que tout changera, c'est le jour où ça partira de toi et où tu sentiras profondément à l'intérieur de toi que tu as le droit d'être toi-même. Alors ouais, ça plaira pas à tout le monde, c'est clair et net, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais les gens à qui ça plaira pour qui tu es profondément. Et si ça plaît pas, ça a le droit en fait, mais ne crois jamais que tu devrais te nier, t'oublier pour l'autre. Et encore une fois, remettons un peu de nuance, ça veut pas dire
devenir quelqu'un de rigide qui a dit c'est comme ça et pas autrement, tu t'adaptes à moi ou tu te casses. On n'est pas là-dedans non plus, sans bien la nuance, parce que finalement de faire ça, c'est exactement la même problématique que la personne qui ose jamais rien dire. C'est juste que c'est aux antipodes, mais d'une même problématique. C'est-à-dire de refuser la moindre frustration, la moindre contrariété en dit long sur le malaise intérieur, au même titre que quelqu'un qui n'ose même pas donner ses goûts, de peur d'être rejeté, ça parle tout autant d'un malaise intérieur. C'est juste que il y a deux manières diamétralement opposées d'y faire face. Mais donc l'idée, c'est d'être ni l'un ni l'autre, mais de trouver une sorte de juste milieu où on est capable de faire des compromis malgré tout, parce que vivre avec quelqu'un d'autre, ça demande... vivre en société, tout simplement, ça demande de savoir respecter un minimum de codes et de faire un minimum de compromis, parce qu'on n'est pas tout seul. Mais ça ne veut pas dire s'oublier. Ça veut pas dire s'oublier. Parfois, on tombera pas d'accord, il y aura pas de compromis possible. C'est pas forcément que c'est la guerre, c'est juste que ça marche pas. Donc, apprends à ne pas te saboter. Est-ce que tu t'es déjà demandé, tu peux te poser ces questions-là, est-ce que tu t'es déjà surpris en train de t'empêcher de dire ou de faire quelque chose de peur de perdre une amitié ou un amour ou un boulot, et si oui, est-ce que tu peux te demander sur quel sujet c'était? Qu'est-ce que tu as cru qui allait être problématique chez toi, que tu as préféré cacher? Et quand tu auras trouvé ce truc-là, je te conseille vivement de t'employer à montrer cette part-là. Parce que parfois, ça peut être une honte, par exemple, la honte de quelque chose. Le cri de la honte, c'est le silence. Alors, commencer à en parler, déjà, ça change tout. Donc, je ne sais pas si tu es actuellement en relation, ou si tu aimerais l'être, ou si tu es dans une relation qui te convient, ou une relation qui ne te convient plus du tout et où tu sais plus comment faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans ton histoire relationnelle qui est la tienne au moment où tu écoutes cet épisode, il y a vraiment une grande clé à ce que ça parte de toi, en fait. Retourne le projecteur au lieu de le braquer sur les autres, sur ce qui te donne pas, sur ce que tu attends qu'on te donne. Braque le projecteur vers toi et demande-toi, en fait, ce que tu veux vraiment. Donne-toi l'autorisation intérieure de vivre des belles choses, parce que ça aussi, ça change tout. Donc, je te souhaite de réussir à t'aimer suffisamment pour être aimé en retour de la plus belle des manières. Alors, prends soin de toi, apprends à t'aimer et surtout, ose déborder qui tu es pour que les gens puissent t'aimer pour qui tu es vraiment, parce que tu leur auras montré. Si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, peut soutenir quelqu'un qui aurait besoin de prendre conscience que si elle a des problématiques relationnelles, si cette personne a peut-être besoin de prendre conscience que son plus gros problème relationnel est en fait un problème de relation avec elle-même. Donc si tu penses que cet épisode peut soutenir quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. N'hésite pas aussi à t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et à mettre 5 étoiles. Ça soutient le podcast et ça aide aussi à faire voyager mes mots et à faire connaître mon podcast. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.